Ils sont arrivés avec leurs parents pendant la période de l'état fantoche du Manchukuo, dans le nord-est de la Chine, unis pour saluer la défaite du Japon pendant la guerre. Ils se considèrent comme étant des anciens jeunes militaristes. 80 années se sont écoulées, et lorsqu'ils se souviennent de leur passé, tant de souvenirs, mais aussi le présent, c'est ce qu'ils laisseront au Japon et à la Chine. Leurs voix qui s'accumulent retracent l'histoire, mais aujourd'hui les occasions de les entendre sont de plus en plus rares. Tant que tu marches dans la rue, tu peux toujours le voir. Par exemple, quel genre de scène? Les Japonais, sans exception, sont bien habillés et très propres sur eux, mais les Chinois sont plus négligés. Rien qu'à leurs vêtements, on pouvait voir qu'ils étaient pauvres. En 1932, Hirai Tunishi vient d'avoir 4 ans. C'est la première fois qu'il arrive dans le nord-est de la Chine avec ses parents. Cette même année, le 9 mars, le dernier empereur Puyi vient d'être installé par l'armée japonaise du Kwantung à la tête du Manchukuo. À Changchun, Hirai va à l'école primaire pendant 1 année, puis à l'école secondaire pendant 3 ans. Et ce qui influence le plus les jeunes comme Hirai, ce sont les écarts entre ethnies que l'on constate dans les rues. Et bien que ce soi-disant nouvel État faisait la propagande pour un gouvernement bienveillant et réunir les 5 ethnies sous un même toit. À ce moment, il n'y avait pas de concept de discrimination, mais en fait c'était le cas. Il y en avait? Un jour, je suis allé à l'école primaire. À l'époque, on était en plein boom du secteur de la construction. Et là, j'ai vu un surveillant japonais ramasser une barre de fer et frapper un travailleur chinois. Il frappait tellement que ce pauvre homme criait à la mort. Aujourd'hui, j'ai plus de 80 ans et je me rappelle clairement de cette scène. Et cette situation, dans mon adolescence, a eu un énorme impact sur moi. Pourquoi vous souvenez-vous si clairement de ce moment? Je pense qu'elle a stimulé un certain humanisme intérieur à l'adolescence. À ce moment, ce fut quelque chose qui m'a blessé. Monsieur Hirai se souvient que la chose s'est déroulée vers l'année 1934, lorsqu'il était en première année d'école primaire. Après avoir terminé ses études dans un collège de Changchun en 1943, ses parents l'ont renvoyé au Japon pour poursuivre ses études au lycée. Peu après que le jeune Hirai de 15 ans est rentré au Japon, Sakurai Noriyoshi, âgé de 10 ans, a quitté le district de Fuji de Shizuoka au Japon avec ses parents pour arriver dans le district de Kwandianze à Fushun en Chine en 1944. En général, ils construisaient des villages selon la division administrative d'origine au Japon. Chaque village comptait entre 300 à 500 habitants. Ma famille faisait partie de la division d'exploitation en provenance du bourg de Fuji, qui comptait environ 500 habitants. Ma famille a reçu un terrain agricole d'environ 5 hectares à exploiter. On y cultivait du maïs, du soja et du lin. La famille Sakurai est arrivée en Chine en tant que paysan d'exploitation. En fait, les soi-disant divisions d'exploitation envoyées par le Japon visaient à accélérer la colonisation du nord-est de la Chine. En 1936, faire immigrer en Chine 1 million de foyers en 20 ans était devenu une politique fondamentale du gouvernement japonais. La mission avait été répartie par village ou par bourg, comme l'exemple du bourg de Fuji. Outre le terrain agricole, la famille Sakurai a également reçu 2 métayers chinois. Après notre arrivée, nous avons eu des maisons, des terrains agricoles. C'était la division d'exploitation qui décidait de ce que nous devions cultiver. La terre était fertile, n'ayant pas besoin d'engrais. On nous a distribué des bœufs ainsi que d'autres animaux domestiques. Donc je ne savais pas qu'est-ce qui se passait, nous vivions des choses distribuées. Le jeune Sakurai ne savait certainement pas que les terrains des paysans chinois avaient été réquisitionnés de force ou vendus à très bas prix. Entre 1939 et 1944, plus de 50 000 foyers chinois ont perdu leurs terres. Beaucoup d'entre eux étaient devenus des métayers. Bien que M. Sakurai ne sachait pas d'où étaient venus les terrains et les métayers, lui et son frère étaient déterminés à donner leur vie pour le militarisme japonais en raison de l'éducation très stricte qu'ils avaient reçue. Un jour, sur le chemin de fer reliant l'état fantoche du Manchukuo et la Corée, mon frère m'a demandé de lui poser une question qu'il m'avait demandé à plusieurs reprises. Donc je lui ai demandé « Quelle est ta couleur préférée ?»« Rouge. Combien d'années vivras-tu ?»« 20 ans. » Il n'avait que 13 ou 14 ans, mais il avait décidé d'entrer dans l'armée et de mourir dans la guerre. C'était cela, l'éducation que nous avions reçue. Les frères Sakurai sont loin d'être les seuls à vouloir consacrer leur vie à l'armée du pays.
Dans la préfecture de Kagoshima, un autre jeune, âgé de 16 ans, veut intégrer cette armée de jeunes volontaires et se rendre en Chine. Il s'appelle Hongo. Pourquoi avez-vous voulu y aller volontairement? Parce qu'à l'école, on dit toujours que l'armée des volontaires pour aller en Mandchourie et en Mongolie est très très bien. On a reçu une éducation de jeunes militaristes, une éducation pour nous rendre en Mandchourie et en Mongolie. Vous avez mentionné le terme de jeune militariste. Est-ce que vous éprouvez un sentiment de fierté en recevant une telle éducation? Oui, j'étais fier. Nous pensions qu'un bon jeune homme doit s'inscrire à l'armée pour aller en Mandchourie. Une telle éducation donne envie aux jeunes. À l'époque, on y croyait tous. À compter de 1938, le Japon commence à recruter des jeunes de 16 à 19 ans pour former l'armée volontaire des jeunes pour pionniers de la Mandchourie et de la Mongolie et ainsi les envoyer dans le nord-est de la Chine. À peine ses études élémentaires terminées en 1941, le jeune Hongbo demande à s'enrôler dans l'armée volontaire des jeunes pour exploiter la Mandchourie et la Mongolie. L'opposition de son père l'a empêché d'intégrer cette armée. Il va pourtant partir dans le nord-est de la Chine, étant proche de membres du personnel civil de l'armée du Kwantung la même année. Et il poursuit ses études à l'école de commerce de Changchun. Mais une chose à laquelle il n'avait pas pensé, c'est que pour compenser la pénurie continuelle de soldats, le Japon, dès 1943, baisse l'âge du recrutement de 20 à 19 ans. Hongo a ainsi reçu le mandat de conscription en 1944, à l'âge de 19 ans, à 1 an de son diplôme. Combien de personnes ont obtenu un mandat dans votre classe? Nous avions tous 19 ans. Sur l'âge, nous étions tous conformes aux exigences. Je pense que les 43 personnes de notre classe ont reçu le mandat de conscription, mais je ne sais pas où ils sont allés. En mai 1944, Hongo est déployé à l'hôpital numéro 1 de l'armée de terre de Kwantung, à Hailar, comme infirmier militaire. Il n'est pas au courant de la situation de guerre, mais il est fermement convaincu que son pays sortirait victorieux, tout comme beaucoup de Japonais à cette époque. Le Japon est le pays divin. Nous avons beaucoup de soldats, des armées d'élite, donc on ne peut pas perdre. En 1944, Hongo, âgé de 19 ans, accède finalement à l'armée impériale. Hirai Tunishi, âgé de 16 ans, poursuit le lycée à Tokyo. Les frères Sakurai, comme toujours, rêvent de consacrer leur vie au Japon. 1 an plus tard, un événement va changer leur vie à jamais.